Mokolo mama kufaka babengana kapiso na lopango. Famille ashiza tufuka satuka ituamba sandi. Lumbu chafuatata batuku makulu pangu beto bana kukanda. Kande kanda mbisha senda. Kande kanda mbisha senda. Yansaka tokono saka ne tokono sekweto yacharisa mu manari na samu warufua samu kukuta kabona wasakana nako mbutuka ya mona mukanda mwana niani anakumu tata kwa mundu niani anakumu mama kwa mundu mukanda ya tata ya bada Oka bara peka pasuku kwa banda bara beiga maka basiza na mwana meno mwana kafochaza mwana boyani wa ukanda bazonza bawaka kani bashiri kwa ubatu kani batere kwa ubatu mena unjeka na mwana kungeni kungu jeka tata mukande kambe bana fodya kanda bashiri chimbiri mukima bya tata kacho chiri kwa chimiri chesangui mukama meno ni jamani pariko puta kwa nina puta bashiza na mwana meno mwana bafochaza mwana koyani wakuna mukanda kande kanda mbisha sende kanda mbisha sende kitu fasi kana manishiko yansaka tokono saka ne tokono sekweto yacharisa mu manari na samu warufua samu kukuta kawena wasakana nako mbutuka ya mona mukanda mwana niani anakumu tata kwa mundu niani anakumu mama kwa mundu mukanda. Ah, on va pas oublier notre la folle. Furi mpika furi mwini baraka nulo sadi baraka nutubi sadi meno ni jamani pariko kutafanina kute mukanda Mokolo mama kufaka babengana kapiso na lopango famille Lumbu chafuatata batuku makulu pangu beto bana kukanda kande kanda mbisha sende kande kanda mbisha sende Komeno nzonzo ngindelo matari kati unenta kudugunda kana manishi sak Bon, voilà, on va simplement éteindre, on diminue le son et on éteint ici. Salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier, les frères et sœurs Congo. Nous vous disons une bonne soirée à vous, dépendamment de l'endroit que vous suivez ce direct aujourd'hui. Nous, ici, on est à Toronto, Canada. Il est quasiment 18h33.
Et nous allons tenir cette petite conversation. Comme vous avez vu le titre sur YouTube, on n'a pas mis sur Facebook. C'est en réalité la fédération, les lieux, les potentiels endroits où les Mboshi sont en train de dissimuler les armes pour éventuellement créer le chaos au Sud Congo. Donc, maintenir la colonisation intérieure par le biais des crimes, comme vous le savez. L'objectif ici, c'est d'exterminer les Congos que nous sommes. Leur objectif, c'est éventuellement de nous chasser sur nos terres. Mais avant que je ne rentre dans le vif de ce sujet, j'aimerais d'abord vous faire écouter un petit extrait. Nous avons déjà mis cet extrait de vidéo qui existe sur YouTube et Facebook. Et donc, je crois que vous avez eu la chance de pouvoir regarder. Le titre, on me demande le titre. On ne l'a pas mis sur Facebook. Le territoire de la Fédération Congo, les lieux ou les endroits où les Moshi, les nordistes ou les gens de Pompidou, par le biais de leurs mercenaires, peuvent aller dissimuler les armes. Hein, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que le Moshi continue de s'équiper en armement, hein, d'une manière subtile. Il continue de le faire. Et il continue de signer les contrats avec les milices étrangères, les forces de mercenariat, pour se boulonner au pouvoir. Donc, aujourd'hui, ils sont passés à la vitesse supérieure d'exterminer les Congos que nous sommes. Puisque vous savez qu'il y a les Congos qui sont les propriétaires des terres du Sud, les propriétaires des ressources naturelles, les plus peuplés, et il y a des Congolais qui sont de la partie nord, qui sont éventuellement les infiltrés, qui jouent le rôle de la France de nous exterminer, dans le deal que De Gaulle lui a donné à tous ces gens-là, après la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1946. Mais je vous fais jouer un extrait, je vais simplement essayer d'augmenter le volume ici, et on va essayer d'écouter. Qu'il y a une revendication, chaque fois qu'il y a une manifestation, des gens qui veulent se sentir eux-mêmes patriotes et tout ça, pour étouffer cela, on dit communiste. Mais en fait, qu'est-ce qu'on avait de communiste? Le 15 août 1960, surviennent les cérémonies officielles de l'indépendance. À cette date-là, Joulou pense qu'il a réussi à contrôler en 4 ans tout le jeu politique congolais. Nous avions une indépendance apparemment. C'était apparemment pourquoi? Parce que quand Joulou a accédé au pouvoir, la justice, la défense, la monnaie appartenaient à la France. Ce sont des faits qui nous permettent à cette époque-là de dire que, bon, c'est une indépendance, mais ce sont les apparences qu'on nous a données, il faudra donc continuer à lutter. Bon, je crois que vous pouvez toutefois encore aller suivre ça sur Facebook ou sur YouTube, sur notre chaîne YouTube ou encore sur notre mur Facebook. Vous pouvez donc encore aller écouter ça. Vous avez entendu le monsieur qui parlait. Le monsieur qui parlait, c'est Julien Boucambou. Donc, il fut secrétaire général du Parti progressiste, hein, à l'époque. Il dit, et là nous étions au 15 août 1960, hein, donc cette fameuse date des indépendances. Et il vous disait que le jour de l'indépendance, le président Youlou a pris le pouvoir, mais nous avons constaté que la justice, la monnaie, donc les finances, encore on peut simplement peut-être ajouter l'armée, hein, tout était entre les mains des Français blancs. Hein, mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes sur les mêmes pédales. Donc il s'agit de votre économie, hein, de votre monnaie, hein, de vos ressources naturelles, même votre armée, hein, est entre les mains des Français jusqu'aujourd'hui. Par les biais des bases militaires, par des attachés militaires, par les contrats militaires, c'est toujours la France qui contrôle ces zones-là, hein, comprenez? Et le monsieur a dit quoi? Monsieur Boucambou, Julien Boucambou, il a dit, nous avons constaté que
ce n'était pas les indépendances. Ce n'était pas les indépendances. Et nous nous sommes dit, il fallait continuer à lutter. Pourquoi? Ils doivent continuer à lutter pour que l'indépendance financière, donc la monnaie, l'économie, la gestion générale, reviennent entre leurs mains, pour que la justice revienne dans leurs mains. Donc, pour que les libertés d'expression, même la Constitution, revient entre leurs mains. Mais aujourd'hui, vous constatez quoi? La justice n'est pas dans vos mains, parce que le tout, c'est la France qui décide. Parce que vous avez là un criminel qui peut se pavaner de partout à travers le monde entier, qui peut venir tuer les Congos qui sont assis sur leur terre tranquillement. Il peut les massacrer, créer du génocide à huis clos, s'acheter des armes, les quantités des armes qu'il veut. Il peut infliger les gens la mort, les tortures, comme d'habitude. Rien ne se fera. Parce que la justice est toujours entre les mains de la France. Et quand la justice est entre les mains de la France choisit donc à qui il va faire justice, à qui il ne va pas faire justice. Et cette France-là ne fera jamais la justice pour les Congos. Les Congos, qui sont les Congos? C'est ceux-là qui habitent dans les terres d'Mpangala, dans les terres de la Bwenza, dans les terres de l'Alekumu, dans les terres du Niadi et dans les terres de Luango. Donc, ne vous trompez pas très souvent quand on appelle Congo. Vous avez toujours tendance à aller regarder Mpangala, non? C'est l'ensemble de nous. Voilà pourquoi vous voyez, cette France-là a une haine viscérale contre nous. Elle discrimine les Congos que nous sommes. Elle peut tuer. Voilà pourquoi vous voyez, cette France a donné la responsabilité à un étranger béninois que nous appelons Sassou Denis Mathurin, qui peut venir donner la mort sur les terres Congo sans pourtant qu'il y ait une justice, qui peut piller les ressources naturelles sur les terres Congo sans pourtant que personne ne peut s'inquiéter. Vous comprenez? Et donc voilà pourquoi nous nous sommes levés pour protéger notre communauté. Notre communauté, c'est la communauté Congo. Notre communauté, ce sont les peuples, les ethnies qui vivent sur les terres du Sud, les terres Congo. Ces terres-là que nous avons appelées les terres de la Fédération. Vous avez entendu M. Julien Boukambo vous dire que nous avons constaté que ce n'était plus l'indépendance. Et nous sommes allés chercher cette souveraineté. Premièrement, en sortant nos terres du deal de la communauté. Tout à l'heure, je vais vous donner quelques exemples. Le tout est parti on peut simplement dire, de la 4e République, ce qu'ils ont appelé la 4e République. C'est quoi la 4e République? La 4e République, c'est le deal que De Gaulle a donné au territoire d'outre-mer. Donc, tous les territoires que les Français ont colonisés, tous les territoires que les Français ont pillés, tous les territoires que les Français ont exercé le crime à travers l'esclavagisme, la colonisation. Vous comprenez? Et donc, les mêmes Africains qui sont venus libérer la France, parce que vous voyez, dans l'histoire de la France, on a toujours tendance à dire ce sont les Canadiens, ce sont les Américains qui ont débarqué et qui ont libéré la France. Mais on oublie tout le travail que les Africains ont réalisé dans la libération de la France. Parce que, peureux qu'ils sont, leur patron, De Gaulle, a taillé la zone. Il est allé se cacher en Afrique. Et il a demandé aux Africains d'aller se battre pour les Français blancs. Que d'ailleurs, vous avez des gens comme des Zemmour, des gens comme les Marine Le Pen, essaient de négliger tout le travail que les Africains noirs, c'est-à-dire nos grands-parents, ont réalisé sur leur territoire, dans leur liberté. Aujourd'hui, pas de l'égalité, fraternité. C'est parce que aujourd'hui, il y a eu des gens qui se sont sacrifiés à leur place. Pendant ce temps, leurs leaders avaient taillé la zone. D'autres, certains de leurs leaders, ont trahi, ont préféré coopter avec les nazis à cette époque. Vous comprenez? Donc, ça, c'est des choses qu'on va vous redire. Une fois que les Africains ont mouillé le maillot, beaucoup de sacrifices, à la fin, au lieu que De Gaulle propose un contrat pour
totalement libéré ces Africains, totalement libéré ces territoires, De Gaulle a proposé ce que lui appelait l'Union française. L'Union française. Bon, c'est quoi l'Union française? Il faut d'abord dire qu'il fallait que De Gaulle crée une constitution, ce qu'il appelait constitution de la 4e République, après que vous connaissez, c'est la constitution de la 5e République, en réalité qui est une suite logique de la constitution de la 4e République. Ben, l'Union française, en réalité, c'est quoi? C'est donc prendre la France en elle-même, hein, c'est-à-dire que le pays des Blancs, hein, et prendre donc les territoires d'outre-mer, qu'il s'agit des Caraïbes, les territoires africains, l'Afrique noire, ainsi de suite. On va donc mettre tout le monde dans une forme d'unité. Hein, une forme d'unité. Donc en réalité, on peut simplement appeler ça un compromis politique par lequel les territoires colonisés pouvaient donc se faire représenter au niveau de l'Assemblée constitutive française. Vous comprenez, chers amis? Et ce qu'il appelait l'Union française, tout en contrôlant les ressources naturelles. C'est-à-dire que ceux qui seront, entre guillemets, les députés au niveau de cette Assemblée constitutive vont donc représenter les intérêts de leur territoire, mais dans le contexte de protection des intérêts français qui se retrouvent sur leur territoire. Donc, on est tous dans une forme d'escroquerie et de contrôle généralisé, ce qu'il appelait l'Union française de la 4e République. Comprenez? Et donc, l'Afrique noire n'avait eu que 85 sièges hein, à cette union. Bon, on essaie de regarder par rapport à la densité de la population, hein, par rapport à un certain nombre donné. Apparemment, ils avaient pensé que si vous êtes une nation, vous avez plus d'1 million, hein, vous devez donc avoir une représentation, un député ou 2 députés. Bon, dans le contexte du Pont-de-Monium, hein, vous connaissez le Pont-de-Monium que nous sommes en train d'évoquer, le Pont-de-Monium, c'est le Congo-Brazzaville, le Congo avec C. Hein. C'est ça le Pont-de-Monium. Puisque la population était de moins d'1 million, on a combiné donc le moyen Congo, comme ça qu'on appelait, et le Gabon. Hein. Ils ont constitué un bloc, et donc on les a donné un seul député. Et l'unique député qui existait donc déjà depuis la 4e République, au niveau de l'Assemblée constitutive française, c'est Jean-Félix Tikaya, qui est l'homme aujourd'hui qui est dans toutes les oubliettes de l'histoire de cette entité. Pourquoi? Parce qu'il est Congo. Hein, voilà pourquoi on l'a oublié. Mais nous allons donc revivre à notre peuple Congo l'importance capitale de cet homme, hein, de Jean-Félix Tikaya. Un homme, un intellectuel câblé, un homme qui est assis sur ses 2 pieds, son cerveau est dans le crâne et sa tête est assise sur ses épaules. Vous comprenez? Donc quand on le dit, ça veut seulement dire que c'est un homme qui voulait déjà la souveraineté totale de nos terres, la souveraineté totale de nos ressources naturelles, quand même qu'il était donc à l'Assemblée constitutive française. Mais donc, déjà, l'escroquerie avait commencé depuis là. Hein, déjà, le deal, le compromis politique que De Gaulle, un escroc, il faut le dire comme ça, moi j'ai toujours dit, c'est un homme sans morale, sans valeur, sans intégrité. C'est l'un des criminels les plus reconnus de l'histoire. De Gaulle, il est égal à Hitler. Vous comprenez, vous ne pouvez pas vous séparer De Gaulle à Hitler. Hein, ça c'est clair. C'est l'homme qui a mené une forte escroquerie du jamais vu. Et cette escroquerie existe jusqu'à aujourd'hui. Hein, parce que tous les autres Français qui viennent après ont simplement hérité les techniques de Gaulle avec les réseaux focards qu'ils ont mis après dans le crime organisé. Tout ça, c'est De Gaulle. Hein, c'est De Gaulle. Un faiblard, un militaire affaibli, on peut simplement dire, peut-être, comment même je peux le qualifier, il n'a pas les couilles, on peut le dire. Un faiblard, il taille les zones et il se met dans une escroquerie, forme d'escroquerie, que les Français appellent pour leur Dieu. Hein. Bon, c'est normal. C'est leur ancêtre, ils les appellent Dieu parce qu'il a bâti toutes les stratégies nécessaires pour boulonner l'Afrique dans ces difficultés que l'Afrique se retrouve, éventuellement plus de 14 pays, hein, dans une escroquerie
avéré, exponentiel. Il a bâti un réseau mafieux de corruption, de pillage et de crimes. Et éventuellement, tout ça, le profit, c'est aux Français. Mais ce n'est pas le Français ordinaire. Il s'agit ici des élites, parce que le système a été conçu pour rendre les élites de plus en plus riches. Hein? Le Français ordinaire, il est comme nous. Hein? Quand on chicote, on tabasse par rapport à des lois. Hein? Des lois qu'on tripatouille dans ces fameuses assemblées. Vous comprenez? Donc, il y avait 2 collèges dans cette escroquerie-là. Déjà, il y a les indigènes, quand même qu'ils faisaient partie de cette assemblée constitutive française, donc à l'assemblée, et donc à l'hémicycle. Ils sont tous assis sur les mêmes bancs, mais il y avait 2 classes. Hein. Il y avait un premier collège des Blancs, des Français blancs, hein, et un deuxième collège des indigènes. Donc, parmi les indigènes, il y a aussi le Congo, Jean-Félix Tikaya. Il y avait les gens comme les Houphouët-Boigny. On peut vous donner la liste. Parce que tous ces grands-là, hein, ils étaient après, ils avaient constitué des partis politiques, par exemple, les Houphouët-Boigny et les Jean-Félix Tikaya, quand même que Jean-Félix Tikaya était dans le parti progressiste, mais au niveau de l'Assemblée constitutive française, ils étaient dans RDA. Hein, c'est comme ça qu'ils appelaient ça. Je vais simplement aller regarder si je peux vous citer quelques noms des gens qui faisaient partie de cette assemblée. Donc, éventuellement, vous avez Houphouët-Boigny, que vous connaissez, qui était après le président de la Côte d'Ivoire. Vous avez Sékou Touré, qui était aussi député au niveau de la Guinée. Vous avez Saïfou Diallo, député de la Guinée. Donc, en réalité, du point de vue de la population, la Guinée était certainement plus peuplée. Et voilà pourquoi ils avaient peut-être 2 députés à cette assemblée. Hein. Vous aviez Mamadou Konaté, député de Soudan. Vous avez donc Félix Houphouët-Boigny, député de la Côte d'Ivoire. Vous avez donc Jean-Félix Tikaya, député du Moyen Congo, hein, incluant le Gabon, hein, c'est clair. Je vais encore essayer de regarder si j'ai d'autres noms encore, on peut vous citer. Il y avait par exemple Gabriel Lissette, député de Tchad. Il y avait aussi Amani Diori, député du Niger. Il y avait aussi Modibo Keïta. Modibo Keïta, il était député du Mali, député du Soudan. Hein. Ici, là, on le présente comme député du Soudan. Député du Soudan. Hein, c'est comme ça qu'on le présentait dans le RDA. Et il y a aussi un autre Ivoirien qu'on appelait Ouzem Koulibaly, député de la Côte d'Ivoire. Et voilà, donc la liste elle est très, très, très longue et non exhaustive. C'était les élus de la RDA. Hein, la RDA. Vous pouvez aller faire des recherches, vous pouvez encore les regarder. Donc, à cette assemblée constitutive, les Blancs intervenaient d'abord. Hein, donc, l'assemblée de la 4e République. Ce que De Gaulle a appelé Union française. Hein. Les Blancs intervenaient d'abord, ils faisaient leur éloge, l'éloge de De Gaulle, l'éloge de Focard, l'éloge et tout. Et les indigènes, donc les représentants des indigènes, eux-mêmes étant des indigènes, intervenaient au dernier moment. Et le plus marquant, c'est le discours de Jean-Félix Tikaya. Un discours de quelques secondes. On lui donne, monsieur Jean-Félix Tikaya, à vous la parole. Et donc, Jean-Félix Tikaya monte. Et donc, il délivre donc son discours à l'Assemblée constitutive française. Il dit, cher député, monsieur le président de l'Assemblée, rendez-nous nos terres et nous croirons, et l'on croira au reste. Ça, c'était le discours de Jean-Félix Tikaya. Un discours de quelques secondes. Pendant ces temps, les Blancs faisaient des éloges. Hein, quand c'est arrivé autour de Noirs, et quand c'est arrivé autour de Jean-Félix Tikaya
négriers, indigènes, représentant le Moyen-Congo et le Gabon, monte au niveau du podium à l'hémicycle, là, à l'Assemblée constitutive en France. Il le dit carrément au président de l'Assemblée, à tous les députés blancs qui étaient là-bas, les Français et aux autres indigènes, revenons d'ailleurs. Il le dit clairement, Monsieur le Président, chers collègues députés, rendez-nous nos terres et l'on croira au reste. Ça, c'est la parole de la résistance de Jean-Félix Tikaya, que nous tenons ici à honorer, que d'ailleurs, dans les jours qui viendront, nous ferons un direct spécifique pour pouvoir honorer cet homme, un homme politique qu'on a oublié, carrément oublié, dans l'histoire du pandémonium. La France a tout fait pour écarter ce monsieur, pour l'effacer, totalement effacer. Ce type qui a beaucoup travaillé. Hein. Je vais encore vous lire quelque chose ici qui est très important. Dans ce que les Blancs ont favorisé, d'ailleurs, ils ont l'habitude de le dire, la loi Houphouët-Boigny. La loi Houphouët-Boigny. Et ça, c'est une loi, un projet de loi que la RDA avait proposé à l'Assemblée constitutive de la 4e République en France. Et ce projet de loi a été, une grande partie, c'était du copier-coller du travail réalisé par Jean-Félix Tikaya. Donc, on peut simplement dire l'intellectuel poussé dont on a oublié, on a envoyé dans les oubliettes. Vous comprenez ça, chers amis? Ce qu'eux, ils ont appelé le projet de loi Houphouët-Boigny, c'est qu'ils ont dit nom de la commission du territoire d'outre-mer sur la proposition de loi Houphouët-Boigny, hein, et plusieurs de ses collègues, hein, c'est comme ça qu'on appelait, plusieurs de ses collègues, tentant à la suppression du travail forcé dans les territoires d'outre-mer, hein, la suppression de travail forcé. C'est qui l'a rédigé? C'est Jean-Félix Tikaya qui avait rédigé une grande partie de ce projet de loi. Donc, le cerveau penseur qui pensait déjà à la libération des indigènes, lui-même étant indigène, à la libération de son peuple, à la libération des Congos, c'était Jean-Félix Tikaya. Donc, le projet de loi qu'on appelle le projet de loi Houphouët-Boigny, une grande partie était du copier-coller du travail réalisé par Jean-Félix Tikaya, qui déjà avait une grande expérience par rapport à la construction du chemin de fer Congo-Océan. Il voyait le nombre de morts que ça a généré. Hein. Il voyait comment on forçait les gens aux travaux, comment les gens décédaient, comment les gens perdaient les membres de leur corps, hein, comment les gens étaient sacrifiés, on peut le dire simplement comme ça. Et c'est déjà Jean-Félix Tikaya, étant à l'époque, à un certain moment, syndicaliste, avait une bonne connaissance du terrain. Donc, il venait avec son bagage intellectuel à l'Assemblée, avec ses amis, bien sûr d'Afrique, que déjà Houphouët-Boigny avait le leadership. Maintenant, comprenez que les Blancs ont beaucoup plus donné le leadership au Houphouët-Boigny parce que c'était un monsieur béni, oui, hein, il ne pouvait pas résister. Hein. Voilà pourquoi il est resté un pantin, comme déjà l'autre encore, Omar Bongo du Gabon, qui n'hésite pas de le dire, qu'il a signé des accords avec les Français. À n'importe quelle seconde, il a besoin, même s'il n'appelle pas, la France interviendra. Hein. Comprenez? Donc, voilà l'homme qui était déjà à l'origine de la suppression du travail forcé, Jean-Félix Tikaya, qui est rentré dans l'histoire, qui a fait beaucoup de trucs, parce qu'il faut le dire que ça, on le parlera lorsqu'on fera une émission spéciale sur Jean-Félix Tikaya. Il est mort 2 jours après la mort de Patrice Lumumba. Parce qu'en réalité, pour ceux qui ne savent pas, puisque les idées de Jean-Félix Tikaya étaient combattues même dans le pandémonium, parce que Jean-Félix Tikaya voulait récupérer la terre, récupérer les ressources naturelles, rendre libre totalement les Congos, comprenez? Et comme ça a été combattu avec des complots,
avec tout ce qui s'est passé avec Youlou, la France ça, on ne veut pas trop rentrer là parce qu'il y a tellement de gens qui sont sensibles quand on parle de ces dossiers comme ça, et surtout que nous sommes en train de parler de l'unité du Sud. Nous ne voulons pas trop rentrer dans des dossiers comme ça, mais il faut dire que c'est la France qui avait beaucoup manipulé pour essayer de mettre Jean-Félix Dikaya en ballottage défavorable et booster Youlou. Et donc faire qu'aujourd'hui, les cadres qui se retrouvaient dans le parti politique de Jean-Félix Dikaya basculent du parti de Jean-Félix Dikaya à Youlou. Et ça, c'est Houphouët-Boigny qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et éventuellement, c'est la France qui avait décidé de pouvoir le faire parce qu'il fallait simplement envoyer Jean-Félix Dikaya aux oubliettes, c'est clair. Mais après, il a eu à tisser de bonnes relations avec Lumumba. Il faut le dire que Emery Patrice Lumumba, que vous entendez, son guide, on peut le dire, son conseiller spécifique, son conseiller personnel, c'était Jean-Félix Dikaya. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, quand Lumumba avait été assassiné, mais les Blancs qui l'ont assassiné savaient, le cerveau penseur, c'était Jean-Félix Dikaya. On l'a assassiné Lumumba, 2 jours après, Jean-Félix Dikaya avait été empoisonné. Ça, c'est des choses qu'on ne vous dira jamais. Et que nous sommes en train de vous révéler qu'il y a déjà eu des cerveaux penseurs. Jean-Félix Dikaya a joué un rôle capital pour pouvoir libérer. Et il le disait en France, clairement, haut et fort, rendez-nous nos terres. Et ça, c'est resté dans l'histoire de l'Assemblée constitutive de la 4e République française, le discours de Jean-Félix Dikaya qui le dit, rendez-nous nos terres. Donc, rendez-nous nos ressources naturelles. Libérez nos peuples. Et l'on croira au reste. Donc, vous comprenez que tout ce qui a été dit depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, ça continue. L'argent est entre les mains des Français. L'économie est entre les mains des Français. Quelques entreprises que les Français avaient créées à cette époque, ils ont tout cassé. Pour punir les Congos, c'est cela qui est la vérité, pour punir les Congos. Le chemin de fer aujourd'hui, que beaucoup des indigènes sont décédés, on parle de plus de 20 000 morts, plus de 20 000 morts. La France a laissé, par le biais de son mercenaire Moshi, de détruire là où l'Afrique équatoriale française, on peut le dire comme ça, a perdu beaucoup de ses fils-là. La France a laissé. Parce que la France n'a rien à foutre de vous. C'est ça la mentalité. La différence entre le système francophone et le système anglophone. Les autres laissent au moins des marques pour dire vous êtes quand même sacrifiés, on va quand même laisser ça. Mais eux, ils ont donné les ordres à Sassou, à leurs mercenaires, de tout casser. La France que vous voyez. Donc, ce que nos grands, nos aînés, nos papas, les Jean-Félix Dikaya, nous sommes leurs petits-fils. Comprenez? Même les Julien Boucambou, qui l'ont dit que Youlou a pris le pouvoir, mais les banques sont restées entre les mains des Blancs. L'économie, les finances. Donc, on a compris que ce n'était pas l'indépendance. La monnaie, on a compris que ce n'était pas une indépendance. Il fallait continuer à lutter. Ce sont les doyens qui l'ont laissé. Maintenant, ceux qui viennent nous dire la République unité indivisible, ils viennent d'où? Ça, c'est la question que nous devons leur poser. Les Boukadia qui viennent nous parler de la République, eux, ils étaient où? Contre des cerveaux penseurs comme de Jean-Félix Dikaya étaient là. Ils étaient en train de travailler fort pour vouloir libérer les terres Congo. Rendez-nous nos terres et l'on croira au reste après. Comprenez ça, chers amis? Ils étaient où quand les Julien Boucambou le disaient que l'indépendance que nous avons reçue, c'était une indépendance de farce. La monnaie entre les Blancs, l'économie entre les Blancs, l'armée entre les Blancs, tout est entre les Blancs, donc les Français. Nous devons continuer à lutter. Ça, c'est la parole que nos aînés nous ont laissée. Et nous avons donc suivi le pas d'une manière claire, sans pourtant faire le mal à quelqu'un, sans pourtant tuer
qui que ce soit. Nous avons donc posé les jalons de notre souveraineté. On a commencé par sortir notre peuple, nos territoires, de l'escroquerie, du deal que De Gaulle avait proposé, avait donc obligé à nos parents, au niveau de sa 4e République, avec son Union française, qui après est devenue, au niveau de la 5e République, la communauté. Et qu'aujourd'hui, vous êtes toujours, le Congo avec est toujours dans la communauté. Nous avons cassé ça. Et ça, on n'a pas besoin de qui que ce soit de nous enseigner et de nous dire ce que nous devons faire. Parce que ces gens-là, ils sont mauvais de cœur. Plus de 100 ans, plus de 80 ans, peut-être 100 ans de pillage. Et ils veulent continuer sur ce chemin? Non, pas du tout. Comprenez ça, chers amis? Et quand vous le voyez que l'armée est entre leurs mains, ils permettent donc à leurs mercenaires, que nous appelons Sassou Denis Maturin, de continuer à s'armer. L'objectif, c'est de faire taire tous les Congos. Hein? C'est ça la réalité. Comme déjà à l'époque où le capitaine Baratier avait coupé la tête de Boitambongo, qui résista tout au long de Mpangala pour éviter que les esclavagistes continuent de prendre les nôtres, aller les vendre en passant par Luango. Ils ont assassiné Boitambongo en lui tronçonnant la gorge, en coupant sa tête, en exhibant sa tête à l'ensemble des peuples, les Bahangala, les Basundi qui vivaient là, hein, les Sundi, comprenez, en disant que voici la tête de votre chef, vous ne pouvez plus jamais vous allez avoir vous pouvez continuer avec la résistance parce que tous ceux qui vont résister vont se retrouver dans cet état d'une tête sectionnée. Ils continuent de nous faire la même chose aujourd'hui. Mais cette fois-ci, ils sont derrière les portes. Ils le font par le mochi, par le nordiste. Comprenez ça, ils le font par l'étranger qu'ils ont amené avec un complot nordiste que nous appelons Sassou Denis Maturin. Il faut le dire que tout ce monde-là, on ne les connaît pas du point de vue de l'histoire. Quand vous voyez l'histoire de Jean-Félix Tikaya, vous voyez l'histoire même de Julien Boukambu, nulle part on vous parle des mochi. Et là, même déjà en 1880, nos ancêtres ne connaissaient pas les mochi. Les mochi étaient absents. Les nordistes étaient absents. Nos ancêtres connaissaient le roi Makoko. Donc les terres du nord, c'est les terres Téké. Comprenez? Même quand aujourd'hui, leur intellectuel, que nous appelons ici le Obenga, Théophile Obenga, essaie de biaiser l'histoire. Parce qu'il faut le dire que les techniques d'extermination des Congo est venue de la connaissance de Obenga qu'a eu avec l'Égypte antique. C'est-à-dire que comment nous sommes partis de l'Égypte kémite à l'Égypte leucoderme, c'est-à-dire que l'Égypte blanche, c'est qu'il y a eu extermination. On a exterminé les autochtones, les kémites, donc les noirs. Aujourd'hui, tout a démontré que tous les pharaons qu'on vous présente, ils étaient tous des noirs. Comprenez? Et les Obenga ont étudié, ils ont compris les stratagèmes et les techniques que les Blancs ont utilisées pour exterminer les kémites en Égypte. Et c'est cette connaissance qui est aussi riche que Obenga a transmis au Mochi, au Béninois Sassou Denis Maturin, qui est appuyé par la France. Donc, on utilise les mêmes techniques, les mêmes stratagèmes. Comment les leucodermes ont fait pour exterminer les kémites en Égypte? Obenga a donné cette matière grise-là, cette connaissance. Obenga a donné cette pièce maîtresse-là au Mochi Sassou. Et ce même Obenga est en train de vous dire que c'est un panafricanisme. Quand il parle de son discours, il est contre l'homme blanc. Mais c'est totalement faux dans ses pratiques et dans ses connaissances. Comprenez? Quand je vois les amis, les frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest honorer Obenga comme s'il était un grand panafricanisme, comme s'il était quelqu'un qui est là pour le bien, mais demandez à Obenga quel est le secret qu'il a transmis au Mochi Sassou pour que le Mochi Sassou continue d'exterminer le dernier bastion des Kémites, donc des autochtones, des originaux, que nous appelons le Congo. C'est les mêmes stratagèmes, les mêmes techniques, les techniques d'extermination. On vous affame d'abord, on détruit votre
coût social, en détruisant les foyers, manque d'emploi pour les papas, mauvaise éducation pour les enfants, on détruit les routes, et donc on vous pousse à la soumission. Comme d'ailleurs, lui-même, il est venu le dire quand il a vénéré le coup d'État de Sassou Denis Mathurin. Il lui dit, ou vous allez à la soumission, ou c'est la scission, il le disait. On comprenait ça, chers amis. Et c'est l'intelligence que Obenga a donné, une pièce maîtresse, une clé de Pandore, on peut simplement le dire, que Obenga a transmis à Mboshi, au Sassou, pour qu'il continue de l'utiliser contre les Congos, aujourd'hui qui sont en voie d'extinction. Demandez-leur pourquoi ils ne font pas le recensement. Pourquoi ils ne font pas le recensement? Parce qu'ils savent qu'ils ont carrément exterminé les Congos. La plus grande partie des populations que vous voyez au sud, il y a beaucoup d'infiltration de Ouest-Africains qu'on fait rentrer par le nord et on est en train de le mettre au niveau du Sud-Congo. Nous sommes en train de vivre une extinction. Et il fallait qu'il y ait des gens qui se lèvent très haut, vibrer à une certaine amplitude, dotés par une certaine vision, élevés à l'étape de l'esprit, qui pouvaient donc venir le dire haut et fort, et donc et déclarer la protection de leur communauté que nous appelons la communauté Congo. Le Mboshi est armé, il continue à s'armer. Là, nous allons vous donner quelques points. Quelques points. La fois dernière, nous avons développé là-dessus. Là, nous voulons encore vous donner quelques points qui peuvent être les endroits où ils sont en train de cacher les armes au sud Congo pour que ça leur permette à un certain moment de nous massacrer une bonne fois. Là, il a eu l'arme biologique à travers la soupe chimique qu'il est en train d'imposer aux parents. Il s'agit ici de dire clairement qu'on lui a donné le vrai vaccin, mais il a remplacé le vrai vaccin par le poison, en dehors déjà des hôpitaux qui sont devenus des abattoirs. Le nombre de morts, ça encore, on ne peut plus revenir, parce qu'il s'agit ici d'aller ensemble avec vous dans la fédération pour arrêter le saignement, arrêter les pleurs des peuples Congo. Au sud Congo, il y a des endroits qui sont très stratégiques, que nous demandons à notre peuple à beaucoup de vigilance. Il faut aller regarder les ports. Ça peut être le port de Pointe-Noire, ça peut être les ports fluviaux, qui peuvent être des endroits très stratégiques avec des entrepôts, des zones de cache là. Les aéroports, vous allez comprendre avec nous qu'ils ont privilégié ce qu'ils ont appelé des investissements sur du sable dans des projets de municipalisation accélérés. Ils l'ont réalisé dans plusieurs endroits, comprenez? Et il a mis des priorités. Construction d'un palais, pour lui, ce qu'il a appelé palais présidentiel, construction des aéroports, aérodromes, et construction des stades. Pourquoi il a ciblé ces endroits-là? Pourquoi il a ciblé ces trois priorités? Nous ne savons pas, mais en tout cas, ces endroits-là peuvent être des zones, les aéroports, des zones où il peut casser des armes pour lui permettre facilement de pouvoir nous briser. Les gares, comprenez que dans leur stratégie, dans les opérations Moué-Bara, dans le massacre qu'ils ont réalisé, il fallait premièrement commencer par la destruction du chemin de fer Congo-Océan, comme nous venons de le dire, qui a eu à sacrifier plus de 20 000 et quelques Africains. Donc, il fallait casser. Donc, rendre totalement impraticable la voie ferrée. Donc, incluons tous les services et les gares. Aujourd'hui, toutes les gares sont devenues des épaves. Quasiment personne n'y habite. Mais vous allez toujours vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'activités militaires. Ces gares-là sont gardées. Pourquoi il y a des militaires Mboshi, nordistes, dans les gares au sud Congo, puisque le chemin de fer, c'est Brazzaville et Luango. Pourquoi dans les gares qui n'est pas opérationnel? Pourquoi il y a toujours des militaires dans les gares, les zones des gares? Comprenez avec nous que s'il s'agit des activités qui se passent dans la nuit, on dépose les armes au niveau de ces gares-là. Voilà pourquoi nous voulons que les Congos puissent avoir une vigilance là-dessus. Si vous voyez quelque chose, dites-le. Vous écoutez quelque chose, dites-le. Et nous vous demandons de beaucoup parler. Vous allez comprendre que ces gars-là sont devenus des endroits
très désinfectés, mais c'est des lieux où parfois il y a des hangars, des entrepôts qui peuvent servir à ces gens-là de pouvoir cacher ces armes. Vous devez aussi savoir que, sans oublier que celui qui détient les aéroports, le port, les gares, est celui qui maîtrise des lieux stratégiques et qui peut aussi empêcher ses ennemis, parce que nous sommes les ennemis pour les nordistes. Nous, les Congos, nous sommes les ennemis pour les nordistes, alors que c'est eux qui sont venus nous envahir. Nous les avons donné nos enfants, nous les avons donné du travail, ils continuent de piller nos ressources naturelles, mais ils nous considèrent comme l'ennemi. Hein? C'est ça, là, dans leur état mental. Vous comprenez? Donc, diriger les gares, avoir le contrôle des gares, le contrôle des aéroports, le contrôle de port, c'est la stratégie militaire, carrément. Tu veux vouloir empêcher les Congos de vouloir fuir. Hein, comme déjà, ils ont dit que nous devons les mettre dans un entonnoir, hein, tuer le maximum, envoyer le maximum à l'étranger. Et ils donnaient dans les opérations Moebara, ils donnaient des appréciations de notes. Si vous tuez 25 000, c'est passable. Mais si vous tuez 75 000, c'est bien. Si vous tuez 25 000 et 125 000, c'est très bien. Hein? Il le disait, clairement. Et il a donné des périodes là où il devait nous liquider. Donc, prière de noter, alors vous les Congos, pourquoi les gares qui sont dysfonctionnelles autour des gares, tout au long du Sud Congo, tout au long de là où se retrouvait le chemin de fer Congo-Océan, même sur la route du Comilog, à partir de Montbello jusque là-bas en Ndende, Gabon, pourquoi autour des gares, il y a beaucoup des activités. Ces gares-là sont toujours, il y a toujours des miliciens en Zimba là-dedans. Ça, c'est la question que je vais vous poser. Ce sont des endroits qui peuvent être considérés comme des entrepôts des armes. Le port de Pointe-Noire, c'est un endroit idéal pour devenir un endroit où les Mochis vont dissimuler des grosses quantités des armes là-dedans. C'est très important. Aujourd'hui, le port de Brazzaville, le port fluvial de Brazzaville, vous savez que toute cette grande zone de l'ATC, ils vous disent qu'ils ont donné ça aux intérieurs rwandais, mais c'est l'argent du Sud Congo qui a été volé par le biais de FIS, qui va donc chercher une infiltration rwandaise qui sont déjà là depuis très longtemps. Les Augustin Bizimana sont morts là, c'est eux qui ont géré, créé le génocide avec l'appui des gens de Pompidou au Rwanda, que la France est venue protéger chez le criminel Sassou, Augustin Bizimana. On comprend ça? Non, ça c'est une réalité. Donc, ouvrez grandement les yeux, vous voyez quelque chose, dites-le, vous entendez quelque chose, dites-le, ouvrez vos bouches pour parler. Regardez les stades et les lieux de sport. Très important, le club hippique, le club de golf, très important. Ça sont des endroits que le Moshi peut aller dissimuler les armes. Et nous demandons le peuple à la vigilance. C'est aussi des lieux qui peuvent être utilisés comme des lieux faciles pour le déploiement ou le redéploiement de ces forces de militaires. Il peut aussi garder les troupes là. C'est l'endroit que nous venons de dire. Les stades et les lieux de sport. Voilà pourquoi l'homme, dans ses projets de miniaturisation accélérée, il mettait toujours des stades qui, à la fin, il n'avait jamais pu concrétiser. La construction n'a jamais été complétée. Mais c'est une stratégie de laisser ces milieux-là inachevés. Les gens auront tendance à penser, c'est un éléphant blanc, or que dans la nuit, ils opèrent pour renflouer ces endroits-là avec les armes que vouloir utiliser contre nous, les Congos. Parce que nous ne voulons plus que les territoires de la Fédération puissent servir de base arrière pour massacrer les peuples de la Fédération. C'est ça l'objectif. Donc il faut que ça rentre bien dans la tête de tout un chacun de nous. Bon. Il faut regarder les cimetières. Les cimetières, ça sont des endroits aussi qu'il faut regarder. Vous voyez que la plupart des temps, des endroits où vous avez des tombes qui ont déjà plus de 20 ans, 15 ans, parfois des cimetières ou des tombes un peu abandonnées,
peuvent être des endroits pour eux pour planquer les armes. Les temples où parfois les familles, les enfants ne vivent plus là, les enfants sont en Occident ou sont à l'extérieur, peuvent être des endroits pour eux d'aller planquer les armes. Vous voyez par exemple la tombe d'Augustin Bizimana, puisque nous, dans la culture Congo, on a le respect pour les tombes, comprenez? Mais la tombe, par exemple, d'un gars comme Augustin Bizimana, les Moshi peuvent utiliser tout ce secteur-là comme étant un lieu de cache d'armes. On vous avait dit d'ouvrir grandement les portes au niveau des cimetières. Très important. Très important. Ne négligez rien. Ne négligez rien. Les maisons des particuliers. Les maisons de particuliers. Certaines villas peuvent être des zones de cache d'armes. Les maisons de leurs maîtresses peuvent être des lieux de rituels. Vous voyez, par exemple, là, il y a un message audio qui circulait sur le réseau WhatsApp. Le message audio parlait d'une femme, apparemment d'une beauté physique exceptionnelle, mais qui venait là d'assassiner son amant à travers les crimes rituels. Les audios là circulent. Et apparemment, elle travaille avec la milice des Moshi, puisque les audios disent qu'elle est protégée par des colonels. Elle dit qu'elle travaille en collaboration avec les colonels, avec des généraux. L'audio le dit. Donc, il s'agit ici des crimes rituels, comme on a l'habitude de vous dire, exécuter des gens, récupérer des os. Qu'est-ce qu'ils font avec, puisqu'il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit qu'ils aiment manger quelque chose dans le cerveau. Donc, ils ne nous tuent pas seulement, ils nous mangent aussi. Ces gens-là, ces Moshi-là, ces Nordistes-là, ces bonobos-là, ne nous tuent pas seulement, mais ils nous mangent aussi. Il y a des parties de nous, il y a des parties dans le corps humain qu'ils aiment manger. Il y a quelqu'un qui m'a même dit ils aiment manger un truc dans le cerveau. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ils aiment manger le sexe, le cœur, les foies. C'est ce que le monsieur disait. Donc, ils ne nous tuent pas simplement, mais ils nous mangent aussi. Ils nous mangent aussi. Les maisons de leurs maîtresses. Les voyous, vous voyez, les voyous, ce qu'eux, ils ont l'habitude d'appeler leurs cadres. Ils ont des maisons quasiment planquées partout. Ils ont 20 femmes, 20 000 femmes. Et chacune de ces femmes-là, ils ont construit des bunkers, peut-être des endroits, comme d'ailleurs vous avez vu dans plusieurs photos où leurs enfants exposent des valises d'argent, parce que ces maisons-là sont aussi des lieux où ils cachent de l'argent qu'ils ont volé, de l'argent des Congos, l'argent qui ressort des ressources naturelles du Congo que ces gens-là aiment voler. Donc, et ils aiment cacher cet argent auprès du 10e bureau. Les bureaux, ce sont les femmes, parce que c'est tout ce que ça fait. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne savent que faire deux choses. C'est voler, comment tuer, comment se maintenir au pouvoir, comment avoir plusieurs copines et briser les familles des gens. C'est tout ce qu'ils savent faire. Comprenez ça, donc, ils ont des dignitaires, ils ont des femmes. Le mausolée Marien Ngouabi peut être un endroit idéal pour eux de cacher les armes. Parce qu'aujourd'hui, le mausolée, entre guillemets, Marien Ngouabi est devenu un endroit où ils enterrent quasiment tous les voyous du PCT. Ça, vous le savez avec nous. Puisque vous savez que la tombe de Marien Ngouabi n'est pas là-bas, le tombeau est vide. Je crois que Maître Massengo Tiassé a fait des audios, des vidéos là-dessus, et il nous a dit qu'il est allé visiter, le tombeau est vide. Donc, c'est maintenant les gens du PCT qui vont en tout. Vous voyez, c'est très grand, c'est très lent. Le mausolée Marien Ngouabi peut être un endroit où ces gens-là peuvent cacher les armes pour continuer à tuer les Congos. Bon, il y a aussi le mausolée, il y a Obami tout qui a été enterré là-bas. Il y a aussi quelques gens qui ont été enterrés là-bas. Le mausolée, ce qu'ils ont appelé Pierre Savognon de Brazza. Pierre Savognon de Brazza peut aussi être un endroit qu'ils peuvent utiliser pour cacher les armes. Ils ont dépensé plus de 10 milliards pour construire cet endroit. Plus de 10 milliards de francs CFA pour construire cet endroit. Total est impliqué. Total, nous savons, est impliqué dans tous les coups tordus, les coups bas. Eni est impliqué. Total, c'est Elf qui a changé de nom, qui a ramené les Moshi au pouvoir
qui a donné le permis à tuer au Moshi, à tuer les Congos et à maintenir le Congo dans la colonisation à cause du pétrole et le gaz de Luango. Et Total a contribué, apparemment. Apparemment, le Gabon aussi avait financé un peu. Bozizé, hein, l'époque de Bozizé. Donc, on peut simplement dire que le mausolée de Brazza peut être un endroit idéal pour cacher les armes. Quand vous voyez un de leurs médias, c'est passé, je vais essayer de regarder. Est-ce que j'avais vu ça quelque part? Il y a un média, je ne sais pas si c'est lequel. Je vais essayer de regarder. Il y a un média de Mboshi, hein, je crois que c'est ce média-là. Adiak Congo. Donc, si vous tapez adiak-congo.com, ADIAC-congo.com, ils avaient donc publié un article le 24 février 2021. Il dit Mémorial Savognon de Brazza, le deuxième module opérationnel. Bon, déjà, l'expression utilisée, opérationnel. Vous avez tendance à penser, bon, c'est en activité. Non, c'est des expressions choisies. Et ce média-là, c'est le média 100% des Mboshi. 100% accroché à ça. Fait la propagande du mal et du crime. Opérationnel. Oui, nombreux parmi vous sortent très facilement sur les mots, passent facilement. Mais nous, on regarde la profondeur. Un musée, deuxième module, c'est des expressions militaires. Deuxième module opérationnel. On vous l'annonce, un autre endroit, potentiel lieu pour cacher les armes. Comprenez ça, aujourd'hui? Le palais présidentiel, oui, ça, vous ne pouvez pas douter. Sassou, c'est un peu heureux. Il doit donc se rassurer pour se protéger. Donc, il va laisser là une grande quantité des armes. Mais ce palais présidentiel-là devient aussi un danger avec les armes qu'ils ont amassées autour. Parce que ça va devenir une véritable poudrière, plus que ce que nous avons vu aux explosions d'Mpila. Parce qu'il a deux choses. Comme lui l'a toujours dit, après lui, c'est le déluge. C'est-à-dire qu'il va chercher à créer l'explosion, hein, des poudrières qu'il a mis tout autour des peuples, hein, pour entraîner le maximum des gens. Et moi, je suis même en train de comprendre que ces points des armes qu'il est en train de laisser partout, en réalité, c'est des poudrières qu'il est en train de laisser. Parce qu'il sait que ce n'est pas pour rien qu'il est en train de les cacher au sud. Ils savent qu'ils vont perdre. Ils savent qu'ils ont perdu. Ils savent que nous, on arrive. Et on arrive par la force, par une véritable force. Vous comprenez ça, chers amis? Et est-ce qu'il veut vouloir incendier ces endroits-là pour entraîner le maximum de notre peuple vers la mort? Nous ne savons pas. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire ces vidéos d'alerte, que notre peuple soit éveillé matin, midi, soir pour détecter ces endroits-là. Et si vous retrouvez ces armes, de les déplacer, hein, ou de le brûler avec des précautions nécessaires pour que notre peuple ne soit plus considéré comme des victimes. C'est cela, chers amis. C'est cela. Donc, les palais qui sont en train d'appeler les palais présidentiels, que ce soit un peu partout, dans toutes les villes, là où il a construit ces éléphants-là, hein, c'est des dynamiques, hein, c'est des volcans. Et moi, je suis convaincu que ce n'est pas pour rien qu'il a construit les palais dans chacun de nos États. Hein. Il est en train de mettre des charges et des charges, des armes pour dynamiter nos États et entraîner le maximum de nos peuples. C'est comme ça que je commence maintenant à analyser ça. Comprenez ça, chers amis? Donc, nous devons empêcher ce criminel réputé, protégé par la France. Hein? We just want you to understand what we are trying to say here. We have a guy, Sassou Nguesso, has been buying and hiding a lot of guns.
including munition and ammunition. So his goal is to kill as much he can for our people. Our intention is to prevent this happening. In order to do that, we need our people to get involved. All of us will be opening our eyes, will be talking, so that we can know where exactly this guy has been hiding his guns. We have to take it away or burn it down to prevent a huge explosion that may destroy one city of 50 million people. Right? It's possible. Donc, le palais présidentiel, c'est un endroit compliqué. Il y a aussi les lieux élevés, hein, les milieux élevés. Donc, par exemple, vous voyez la zone de l'aéroport de Ngonzungu, par exemple, de Dolisie, vous êtes carrément là dans une falaise, donc vous avez des montagnes un peu là. Ça aussi, c'est un endroit où il peut cacher les arbres, parce que ces lieux-là, il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités militaires. Comprenez ça, chers amis. Donc, nous demandons à notre peuple, partout où vous vous situez, d'ouvrir grandement les yeux pour prévenir ces gens-là de déposer leurs armes et que ces armes-là vont devenir, après, une machine à destruction pour nos peuples. Notre objectif, on le dit, dans le contexte de la fédération, c'est de protéger la fédération, de protéger notre peuple. Nous revendiquons la gestion, je le répète, nous revendiquons la gestion à 100% de nos ressources naturelles. Nous n'accepterons pas que les Mboshi, les nordistes, viennent gérer les ressources naturelles qui sont sur nos terres, alors que nous manquons d'emploi, nous manquons d'eau, nous manquons d'électricité, nous manquons du travail, nous manquons des routes, nous manquons de tout. Nous manquons des hôpitaux. Aujourd'hui, ils sont passés à la vitesse supérieure avec le massacre des gens. Là, par exemple, il y a des audios qui circulent. Ils tuent même des bébés. Moi, j'ai entendu un audio, bon, que moi, je trouve que ça ne sert pas de jouer. Une mère, une jeune fille qui perd son enfant parce qu'il manque 9 000 francs français, francs CFA, pardon, 9 000 francs CFA. Et que la mère dit, attendez-moi, je m'en vais chercher l'argent, et au retour, on injecte quelque chose à son enfant de 5 ans pour l'envoyer à la mort. Parce que les hôpitaux sont devenus des abattoirs. Comme on vous avait dit, ceux qui travaillent dans les hôpitaux ont des quotas. À chacun a un quota. Combien de gens tu tues? Plus tu tues, plus tu as ton per diem. Parce que, apparemment, ils ont des per diem, ils ont des bonus par rapport au nombre de gens qu'ils assassinent. Souvenez-vous que le commerce, ce que nous appelons tout ce qui est lié aux pompes funèbres, est entre leurs mains. Donc, ils nous tuent et ils nous font dépenser. Mais lesquels qui dépensent? C'est nous, vos fils, nous, vos grands frères, nous, vos cadets, nous, vos neveux, vos nièces qui vivent à l'étranger, à l'extérieur. Donc, on nous rend aussi pauvres en vous enterrant. Vous comprenez ça? Ça fait partie des stratagèmes. Ils vous tuent pour nous faire de l'argent. Donc, plus on tue notre peuple, même des enfants. Une mère qui laisse son enfant en bon état et qui va chercher l'argent pour venir s'acheter une ordonnance, derrière, on tue l'enfant. Et ça, c'est une répétition comme ça. Ou, tout à l'heure, j'étais en train de parler avec un compatriote qui m'a appelé, qui m'a dit qu'en espace d'un mois ou 2 mois, il a perdu sa mère, sa sœur et son frère. Hein. Et apparemment, la maman était malade. Et lui, il envoyait 300, il m'a dit 300 € par mois pour les ordonnances de sa mère. Apparemment, elle était diabétique, mais on lui mettait encore des glucoses à l'intérieur, donc on l'envoyait à la mort. Mais en réalité, quand ces gens-là savent que vous avez des enfants à l'étranger qui vous aident, ils vont essayer de vous maintenir en vie pendant une certaine durée pour soutirer le maximum d'argent que nous nous envoyons pour vous soigner. Mais nous avons aussi vu le docteur Odong Mpardi qui était là au téléphone, qui parlait apparemment à un médecin là-bas qui soignait son frère. Donc un charlatan. Comprenez ça, chers amis. Donc, c'est une réalité, mes très chers frères et sœurs. Moi, je vais terminer ce direct-là à partir de ceci, puisque nous sommes déjà à 1 heure, je n'ai pas envie d'aller très loin. J'attire l'attention de Ntumi. Comprenez? J'attire l'attention de Ntumi. J'attire l'attention de Ntumi.
nous savons que vous êtes le bras armé des nordistes et des Moshi. Mais vous devez savoir que vous aviez fait dans le contexte où le Sud Congo était encore dans l'entité Congo avec C. Le Sud Congo ne fait plus partie de l'entité Congo avec C. Et vous ne pouvez pas donc continuer à emmener notre peuple à l'abattoir. Comprenez ça, chers amis. C'est une question de tolérance zéro. Les procès des Moshi l'ont dit. Nous, on n'invente rien. Ils l'ont dit eux-mêmes qu'ils étaient en train de vous donner les armes. Et aujourd'hui, vous êtes devenu un multimilliardaire. Mais le sang des Congos continue de couler. Quand le sang de Mpangala coule, c'est le sang de Bwenza qui coule, c'est le sang de Nyadi, c'est le Koumou, c'est le sang du royaume de Luango qui coule. Donc, il faut que, si vous connaissez les gens de Ntoumi, coupez cette session de vidéo, envoyez ça à Ntoumi. On ne peut pas continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes suffisamment devenu riche à cause de notre sang qui a coulé. Et là, on vous voit sortir, là, on vous voit venir. Vous envoyez des porte-paroles qui commencent à passer aux médias de la diaspora corrompus, qui nous font miroiter les libertés d'expression, mais qui font la propagande du crime et des criminels. Vous venez nous parler de Ntoumi. À Perrin, il est passé, le gars de Ntoumi. C'est encore à Sirma Kosso, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est devenu la télé foufou sur la place de la diaspora. Mais c'est la tolérance zéro, il faut dire ça à Ntoumi. Comprenez? Et on n'a rien à foutre des accords de Ntoumi et Sassou, ces accords des deux criminels, mais notre peuple doit rester, doit vivre dans la quiétude. Puisqu'ils sont en train de, entre guillemets, de préparer leurs élections. Ils vont aller le faire dans quel territoire? Le Sud-Congo n'est plus dans n'est plus dans le Congo-Brazzaville, le Congo avec C. La souveraineté a été prise. Son patron, Macron Emmanuel, est informé. Nous, on ne peut pas dealer avec Sassou. Nous, on deal avec son patron, celui qu'il avait embauché pour faire le travail. Voilà pourquoi on ne peut pas communiquer avec les Sassou. Ils ne sont que des employés. Nous, on communique avec le palais d'Élysée. C'est à eux nous leur avons dit de sortir leurs mercenaires armés sur nos territoires. Mais le jour où Caïd, ils nous disent, venez nous faire sortir. On va arriver là. Vous voulez aller au clash. Mais si on va aller au clash, on le répète, on occupera le Nord Congo. On chassera tous les gens du Nord de leur territoire. Vous voulez la guerre, vous allez la voir. Voilà pourquoi nous avons procédé par d'abord le chemin de la négociation, par la voie diplomatique, en informant tous les réseaux diplomatiques de notre action dans les jours à venir. Nous, on ne cache rien de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes dans une légitime défense. Nous sommes chez nous. Nous sommes dans nos territoires. Nos peuples sont là. Nous ne provoquons personne. Nous voulons simplement vivre en paix. Nous voulons simplement conserver la dignité. Everyone who's living in this earth will always think about dignity. You cannot sell your dignity. We want to restore the dignity of the Congo people. We are living free in our land, but right now our land are being stripped from us. Our natural resources are being spoiled. How are we going to stop this? We have tried. We have sent letters through the diplomatic way to try to get to this solution to stop this bloodshed of our people. You are aware of what we are doing. Let's work together to stop this. We need these people out from our land. That's what we want. Merci, mes très chers amis. Ntoumi, je crois qu'il faut qu'il prenne bien ce message-là au sérieux. Là. Ne nous sous-estimez pas. Comprenez ça, chers amis? Ne nous sous-estimez pas. Le Moshi est allé prendre les Français. Il a utilisé la tête. Je suis plus intelligent que Sassou. Nous sommes plus intelligents que Sassou. Comprenez ça, chers amis? C'est une question de temps. Merci d'avoir suivi le live.
Et dites à Ntoumi qu'ils prennent ça au sérieux. Notre peuple ne peut plus continuer à jouer la chair à canon. Il est devenu riche, multimilliardaire, sous le sang de notre peuple. Mais trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Il doit arrêter ce jeu de devenir le bras armé des Mboshi pour venir créer des guerres au sud Congo. Le pôle est toujours siégé militairement. Mpangala est siégé. Beaucoup de camps militaires. Mais lui, Ntoumi peut se balader partout avec des véhicules de marque et continuer à faire son commerce. Il a pris le peuple de Mpangala comme le peuple esclave, les mamans, les enfants qui travaillent dans ces champs. Les Mboshi lui ont donné cette liberté de jouer une forme d'esclavagisme pour le peuple de Mpangala. Ils nous font miroiter au nom de la religion. Et ils sont en train d'inculquer à nos parents Nzam Kesala, Nzam Kesala, Nzam Kekulmuka. Ntoumi doit bien comprendre le message. Merci d'avoir suivi le live. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. À la prochaine, mes amis. Au revoir.